face au rajeunissement ovarien et j'invite Khaled Mahmoud. Bien, merci, Monsieur le Président. Puisque je n'ai plus de crédit pour les minutes, donc je vais essayer d'être à l'heure. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Voilà. Donc, tout d'abord, je remercie les membres de la société pour m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet innovant. Donc, d'après les guidelines de l'ECHRE, on définit donc l'insuffisance ovarienne prématurée. L'insuffisance ovarienne, elle peut être soit prématurée, ça représente à peu près 1% des femmes de moins de 40 ans, comme elle peut être liée au problème de l'âge. Elle peut être bien sûr primaire ou secondaire. Elle est définie par une aménorrhée, une oligoménorrhée supérieure ou égale à 4 mois, une FSH supérieure à 25 confirmée à 2 fois à 1 mois d'intervalle, et l'évaluation de la réserve ovarienne par le condo vaginal, et l'AMH, elle est indétectable. Aucune chance de concevoir naturellement et pas de possibilité thérapeutique, pas de possibilité de préserver la fertilité, et le don d'ovules est la seule alternative. Alors, juste un petit rappel, à la puberté, il y a donc la réserve ovarienne. Ici, à la puberté, il y a à peu près 400 follicules primordiaux. Et ces follicules primordiaux sont fabriqués au cours de l'ovogénèse déjà à partir de la 8e semaine donc, de la gestation, et c'est à partir de cellules souches qui vont donner des ovogonies, et ces ovogonies vont donner un ovocyte qui sera donc bloqué à la première myose, au stade donc, de diplotène, et ce follicule primordial, c'est lui qui va donc constituer le pool ovocytaire de la réserve ovarienne qui va se situer autour du cortex ovarien. Et donc, de manière après, quand la femme entre en puberté, ce pool de follicules primordiaux, qu'on appelle dormants, il va s'activer. Pour s'activer, et l'activation, elle va durer à peu près 120 jours pour donner des follicules recrutables à chaque cycle. Et à chaque cycle, vous avez ici des follicules recrutables. Ces follicules recrutables, grâce donc à la FSH, va donner donc un recrutement cyclique pour donner soit une ovulation, soit une atrésie. Et donc, avec le temps, vous allez voir que ce pouls donc, de follicules primordiaux dormants va diminuer. Et ce pouls de follicules aussi entre-recrutables va diminuer. À la ménopause, vous avez uniquement à peu près un millier ici de follicules dormants qui restent non activés. Et donc, il arrive que quand il y a une insuffisance ovarienne prématurée, que ce pouls est épuisé de manière prématurée avant l'âge de la ménopause. Alors, quelles sont les perspectives donc, thérapeutiques innovantes de l'insuffisance ovarienne, Ici, vous avez donc un ovaire qui en insuffisance ovarienne, il a très peu de follicules dormants et peut-être aussi très peu de follicules antrales. Et y a-t-il un moyen qui pourrait donc rajeunir l'ovaire et le repeupler par des ovocytes recrutables? Il y a d'abord les premiers essais, on a essayé d'utiliser les cellules souches et utiliser aussi le PRP. Et aussi, on a donc utilisé la technique de l'activation des follicules donc, dormants vers les follicules antraux pour que ça puisse être recruté de manière cyclique et évoluer vers une ovulation. Alors, pour l'utilisation des cellules souches, ça a été donc commencé en 2004 chez la souris, et qui ont donné une ovogénèse in vitro. Et l'ovogénèse in vitro arrive jusqu'aux follicules primordiales qui ont été transplantés dans l'ovaire, et ça a donné donc un succès. Et puis, l'origine donc de ces cellules souches peuvent être d'origine au niveau de la moelle osseuse, et c'est Johnson en 2005 qui a utilisé toujours chez la souris les cellules souches
à partir de la moelle osseuse pour faire une ovogénèse in vitro et donc l'implanter dans l'ovaire. Et donc c'est en 2013 qu'il y a eu que Stimfel a utilisé l'ovogénèse in vitro chez l'homme. Alors, cette technique d'utilisation de cellules souches a été exploitée par l'équipe d'Evi en Espagne, qui ont qui ont utilisé les cellules souches. Ici, ils ont extrait les cellules souches grâce à cette isolation d'aphérésis et ils ont injecté les cellules souches dans l'artère ovarienne de manière unilatérale. L'autre ovaire a servi de contrôle et ils ont fait un monitorage pendant 5 mois de compte folliculaire antral, l'AMH et les facteurs de croissance. Et après, ils ont fait une stimulation. Ensuite, recueil ovocytaire donc ICSI plus embryon et PJS. Et voilà les premiers résultats qui ont été aussi présentés à l'ECHRE 2016 et encore cette année en 2018. Et ils ont eu, voilà, donc grâce à cette technique, donc sur 20 patientes de moins de 40 ans, 2 grossesses et une naissance. Ensuite, il y a cette étude qui est très récente, de 2018, de Scott, de Cornell University de New York, qui a utilisé le RPR. Il a donc injecté le PRP dans la corticale de l'ovaire, et je vous rappelle que le PRP, il est utilisé surtout dans le traitement des thrombopénies. Il est connu pour être un médiateur pour la régularisation de la réponse immunitaire et la régénération des tissus. Et vous voyez que donc il a ces 4 cas, et pour les 4 cas, vous voyez ici la différence de l'évolution de l'AMH avant PRP et après PRP, où il y a une augmentation de la AMH et ici, apparition de follicules. On arrive à l'activation des follicules dormants. Comment faire activer ces follicules? Alors, les follicules primordiaux, il faut rappeler que les follicules primordiaux sont en état de quiescence. Et il y a une absence de vascularisation propre au sein du cortex ovarien, reçoit par diffusion le nutriment, les ions et l'oxygène, et surtout, remarquable, résistance à la congélation et à la décongélation au sein des fragments du cortex ovarien. Et donc, une femme pubère, une femme en activité génitale, donc elle va avoir des follicules primordiaux qui vont tout d'abord s'activer en follicule antral. Ce follicule antral, il va soit, c'est gonadotrophine indépendante ici, et après d'autres follicules qui ne vont pas s'activer, on les appelle les follicules dormants, car ils sont bloqués au stade de prophase de la méiose durant plusieurs décades, ils restent bloqués et demeurent quiescents, dormants. Et ce follicule antral, il va, grâce aux gonadotrophines, soit évoluer, soit vers l'ovulation, soit s'atrésier. Et avec le temps, bien sûr, ce pouls de follicule antral à la ménopause, on ne trouve plus de follicule antral, mais on trouve quelques milliers de follicules dormants. Et la principale caractéristique, et c'est là l'idée principale et l'idée qui a fait qu'on a essayé d'utiliser ce phénomène comme solution dans l'insuffisance ovarienne, c'est que cette diminution des follicules antrales, du pouls des follicules antraux, c'est une diminution qui est quantitative et qualitative avec l'âge, alors que les follicules dormants, qui sont restés dormants, restent dormants et il y a uniquement une diminution quantitative, puisqu'ils restent quiescents et donc gardent leur potentiel d'activation comme s'ils étaient jeunes. Et donc j'ai fait ce schéma très complexe d'après plusieurs, vous voyez, une documentation très récente de 2014-2018, et pour schématiser
le processus d'activation du follicule primordial jusqu'au follicule donc antral. Et vous voyez que pour qu'il y ait une activation, il faut une synergie entre les simulateurs et les inhibiteurs de cette activation pour arriver à ça. Et parmi les voies les plus importantes qui ont été utilisées, donc qui a été utilisée pour faire l'activation, on peut faire l'activation soit en bloquant cette voie-là qu'on appelle la voie P1-3K, en bloquant ici cette enzyme PTEN, soit aussi ce schéma-là vous donne une idée sur les perspectives thérapeutiques, même pour les autres troubles de la folliculogénèse, essentiellement chez les OPK, puisqu'on peut agir aussi sur l'AMH ici pour, comme perspective de traitement dans les OPK où il y a un excès de follicules. Et là, ce schéma-là est très intéressant et, à voir et pour comprendre la suite. Alors, il y a aussi un autre phénomène. Moi, je n'ai jamais entendu parler de la mécanobiologie jusqu'à ce que m'a donné l'occasion de préparer ce topo-là, et j'ai découvert cette mécanobiologie. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste, c'est une science qui étudie l'influence des forces mécaniques sur les tissus biologiques. Alors, si vous donnez un coup, ne le donnez pas à votre voisin parce qu'il va sentir une douleur, mais comme il sent la douleur, c'est une réaction moléculaire, beaucoup de réactions qui vont se faire, aussi bien à l'échelle moléculaire, cellulaire, tissu et organes. Et il y a plusieurs perturbations moléculaires avec libération de plusieurs molécules inhibitrices, inactivation, coactivateurs, etc., facteurs de croissance qui vont provoquer une prolifération. Et c'est ce qui se passe. Ça a été démontré par Kawashima en 2007. Son nom sonne japonais, mais il travaille en Californie, aux États-Unis. Et il a démontré que ces phénomènes existent dans le follicule primordial. Et si le follicule primordial est soumis à une force telle qu'une fragmentation, il va donc déclencher tous ces phénomènes moléculaires pour donner une prolifération. C'est ce qu'on appelle la voie de signalisation hypo. Et donc, ça va ouvrir une nouvelle perspective pour le traitement basé sur la mécanobiologie. Donc, c'est un traitement de l'insuffisance ovarienne par fragmentation du cortex ovarien qui va activer les follicules dormants avec une croissance folliculaire, et ça a été démontré par l'équipe de Stanford en Californie. Et nous connaissons déjà dans l'histoire un rationnel ou des exemples sur ça. Quels sont? C'est dans les OPK, la résection cunéiforme des ovaires de Stein-Lowenthal, qui préconisait à l'époque la résection cunéiforme et qui induisait une croissance folliculaire. Et aussi, dans la préservation de fertilité et des cancers, la réimplantation de morceaux de cortex ovarien va induire une croissance folliculaire spontanée. Donc, on peut faire une activation in vitro des follicules dormants par une synergie moléculaire et mécanique pour arriver à induire une ovulation et pour induire une activation d'un follicule dormant vers un follicule antral. C'est ce qui a été essayé toujours par l'équipe de Stanford de Californie. Ils ont essayé d'abord ça sur la souris, et en prélevant ici le cortex ovarien, et ils l'ont incubé dans le fameux enzyme PTEN pour bloquer la voie P1-3K, et ensuite ils l'ont transplanté chez la souris, et ensuite ça a donné, vous voyez ici que ça a donné après un follicule antral et une ovulation. Et formation de follicules secondaires, antrales, etc. Et ensuite, ça a été reproduit chez l'homme, chez la femme.
Donc, une femme, c'est toujours le travail de Stanford, et chez une femme qui a une insuffisance ovarienne prématurée, il a donc il a retiré un ovaire, d'accord, découpé en bandes et vitrifié. Ensuite, il a fragmenté en petits cubes. Ensuite, incubation dans le ptène et autogreffe sous la séreuse de la trompe, monitorage et stimulation ovarienne, embryon qui a été donc transféré et ça aboutit à une grossesse et une naissance. Et voilà, donc ça a été donc ce monsieur-là, il a présenté ce travail à l'ESHRE 2017, 3 grossesses, une spontanée, une fausse couche et 2 naissances vivantes. Et voici ici ses résultats. Et il y a eu d'autres études rapportées depuis. Je rappelle le travail de Kawirama et de Suzuki qui travaillent ensemble. Donc, ils ont, sur 37 cas, ils ont eu 3 grossesses, une fausse couche de naissance. Zai, 14 cas, une naissance. Et Fabregas en Espagne, 1 cas, il a une grossesse évolutive. Notre expérience. Nous, on s'est mis donc à faire ça. Et on a fait 8 patientes. Vous voyez ici les caractéristiques générales de ces patientes-là. Sont âgées toutes de moins de 40 ans, avec une aménorrhée qui va de 5 mois à 5 ans. Et voilà le taux de l'AMH, les FSH, et l'antécédent de non-réponse à la stimulation ovarienne. Et voilà la technique. Donc, j'ai essayé de faire une compilation. Est-ce que vous pouvez faire passer la vidéo, s'il vous plaît? Donc, on retire un ovaire. Ça va durer 2 minutes. Donc, on retire soit un ovaire entier, soit une partie de l'ovaire, on enlève le cortex, une partie du cortex, si le volume ovarien, bien entendu, le permet, parce que souvent, ces insuffisances ovariennes. Et puis, on donne donc l'ovaire ou le fragment de cortex au biologiste qui le prépare. Et ensuite, on va réimplanter donc les fragments qu'elle va préparer au laboratoire pour les injecter, soit en faisant un tunnel dans l'ovaire contralatéral. On injecte, vous voyez ici comment on injecte les petits fragments. Donc, soit dans un tunnel, soit on crée une fosse donc, sous la séreuse, sous la trompe, et on injecte dans cette fosse les fragments, comme vous voyez là. Et après, on ferme la fosse. Soit aussi, on peut ouvrir l'ovaire contralatéral en 2 et injecter donc les fragments dans l'ovaire contralatéral. Et d'une façon générale, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on fait une transplantation bilatérale. Si on en a enlevé l'ovaire, on fait donc transplantation dans une fossette, et dans l'autre ovaire, on fait une transplantation soit par ouverture de l'ovaire si le volume de l'ovaire le permet, sinon par tunnel. Donc voilà. Et voilà les résultats préliminaires de notre expérience. Donc on a ici, bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'on adresse toujours une partie du cortex à l'anapathe pour vérifier si à l'anapathe on trouve des follicules primordiaux. Et donc voilà, à peu près, on a ici un cas qui a pris donc une ovulation spontanée et avec apparition de menstruation. Ici, il y a un développement folliculaire, une augmentation de la AMH de 0,06, elle est passée à 0,64 et à 0,2.
Et ici, on a une autre chez qui on a trouvé à l'anapathe des follicules primordiaux et le taux d'AMH donc, est passé à 0,56 et elle est actuellement sous stimulation et elle a répondu à la stimulation. Et les cas, donc le numéro 4, 34 ans, aménorrhée de 5 ans, un masse 0,01 passé à 0,012, reprise de la folliculogénèse plus menstruation, le premier mois, post-activation, puis elle est retombée en aménorrhée. Le numéro 6, c'est 27 ans, aménorrhée de 18 mois. L'AMH, elle est passée de 0,06 à 1,2. Reprise de la folliculose spontanée, elle est en cours de surveillance. Et la patiente numéro 37, 39 ans, aménorrhée de 18 mois, l'AMH 0,12 passé à 0,56, reprise de la folliculogénèse après stimulation et elle est en cours de surveillance. Alors, je vais finir par cette diapo. Il faut donc voir ce futur et ces techniques innovantes avec beaucoup de prudence. Il faut d'abord préciser les indications, savoir à qui va profiter cette technique. Et vous voyez tous que toutes les études sont de petite taille et que c'est donc en attente de validation. Il faut une assistance biologique, parce qu'il faut associer aussi, il faut avoir les enzymes nécessaires pour l'activation et tout. Et peut-être, un jour, on va passer au modèle de l'azospermie, c'est-à-dire que au bloc opératoire, on va donner une partie du cortex à l'anapathe. Il voit l'anapathe, il nous dit, s'il trouve des follicules primordiaux dans l'anapathe, dans l'échantillon qu'on lui donne, on continue le processus. Et s'il ne trouve pas, peut-être, donc c'est aussi quelque chose à voir. Et ensuite se pose le problème de l'âge de la femme. Faut-il faire cette technique chez les femmes ménopausées de plus que de 45 ans? Et là aussi, donc, il reste beaucoup de questions et beaucoup de choses à résoudre pour ces techniques. Et enfin, je remercie toute l'équipe, Khaled Terès, Moaz Gdous et Mohamed Khrouf, l'équipe de biologistes, Hanan, Hamadi, Shama, et Sonia et Souhir. Et je vous remercie. Merci. Merci, Dr Mahmoud. Nous allons prendre 2 questions dans la salle. Oui, merci Khaled pour cette observation qui donnera peut-être de la chance pour ces femmes qui sont ménopausées précocement. Ma question, c'est l'anapathe. Est-ce que vous faites un examen anapathe avant de placer ces fragments en place, soit dans l'ovaire, soit en sous-péritonéal? Si vous n'avez pas fait ça, c'est-à-dire en extempo, est-ce que vous avez le résultat anapathe de ces patientes que vous avez fait? Oui, bien sûr, j'ai montré. Et je vais peut-être, je ne sais pas si je peux remontrer deux plaques. Est-ce que vous avez vu des follicules primordiaux? Oui, il y a un cas où on a vu un follicule primordial, des follicules primordiaux. Les autres anapathes sont revenus négatifs. L'anapathe n'a pas vu de follicules primordiaux, mais même dans le travail de Kashawamura, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Kawamura. Donc même dans son travail, uniquement 60% uniquement qui ont répondu ont une anapathe positive avec follicules primordiaux. C'est-à-dire qu'il y a, parfois l'anapathe ne voit pas et quand même il y a eu une activation. Mais comme je l'ai dit en dernier, c'est une piste à faire justement, peut-être proposer, comme tu le dis, nous aussi nous y pensons, de faire une extemporanée au cours de l'intervention, sur le modèle de l'azospermie, comme je l'ai dit. Docteur Hamza Ouzhar, pardon. Moi, je voulais revenir par rapport à la physiologie de la folliculogénèse.
Et vous avez bien démontré que les follicules dormantes sont activées en follicule ventral. Vous avez montré les facteurs qui stimulent et d'autres qui inhibent. Il y a une autre voie je pense, à creuser. Il y a un facteur qui est découvert récemment, c'est le facteur Kigla. Et c'est ce facteur-là qui est responsable de cette activation de ces follicules dormantes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une voie peut-être de recherche pour ces patientes qui ont une certaine insuffisance ovarienne? Comme le temps qui m'est imparti était insuffisant, et comme la physiologie, comme tu l'as bien dit, est très complexe, et ça date, les travaux datent d'une dizaine d'années uniquement, il y a beaucoup de travaux récents qui datent de 2018, je suis d'accord avec toi, j'ai vu ça, et je n'ai pas eu le temps de le... Et c'est dans le follicule primordial, c'est à l'intérieur du cytoplasme, de follicule primordial que ce facteur existe. Tu as Docteur raison. Loumi, En fait, je voulais revenir à l'histoire de l'extemporané, l'examen extemporané. En fait, l'histologie ne peut pas être concluante pour décider de la prise en charge au bloc opératoire, parce qu'on envoie un petit fragment du cortex à l'anatomopathologiste. On sait que l'extempo, c'est un examen histologique c'est-à-dire rapide, de très mauvaise qualité, on va dire. C'est pas dans les conditions optimales. Et en plus, il faut faire des niveaux et coupes étagées pour identifier les follicules. Donc, je ne pense pas que l'histoire de l'extempo va résoudre le problème. Et aussi que ce qu'on reçoit comme examen histologique après ces rajeunissements ovariens ne représente pas la totalité du cortex ovarien. Donc, En plus, la taille. Voilà, en plus la taille. La taille du follicule primordial. C'est Exactement. inférieur à 0,04 microns. Exactement. Il faut des coupes vraiment étagées et des niveaux différents pour déduire tout ça. Donc ça reste aléatoire et on peut y aller. Tant qu'on est au bloc, il faut faire le geste. Hein. Voilà. rapidement, Docteur Braham. Merci, Dr Mahmoud, pour cette présentation. Certes, c'est une méthode qui n'est pas du tout rebutante, mais il reste quand même des questions à se poser. Combien de temps devrait-on attendre l'efficacité, en tout cas les résultats de cette méthode-là? Devrait-on pas essayer de laisser cette méthode à des patients jeunes dont la qualité ovocytaire serait peut-être meilleure? Et est-ce que dans votre cas, pour la patiente que vous avez stimulée, je voudrais savoir, finalement, vous avez eu combien de CCO? Est-ce qu'il y a eu une fécondation ou pas? Alors, à la première question, il y a un début de réponse. C'est-à-dire combien de temps après le geste, on évalue l'activation, si elle est faite ou pas. C'est en principe dans les 2 à 3 semaines après qu'on puisse évaluer s'il y a activation ou pas. Il y a un autre phénomène aussi qui devrait être pris en compte. N'oubliez pas qu'on est en train d'activer des follicules dormants, un petit pouls de follicules dormants qui reste. Donc on risque aussi de précipiter, de tout activer et après la femme va retomber en aménorrhée et va perdre tout son pool de follicules primordiales. Ce qui explique d'ailleurs un cas que nous avons eu avec une grossesse, avec une folliculogénèse spontanée, apparition après 5 années d'aménorrhée, apparition d'une menstruation, et après, quand on a voulu essayer de l'avoir, c'est un cas qui a été rapporté par, c'est le cas de Mohamed, et après, quand on a essayé de la revoir pour essayer de la stimuler, on n'a rien trouvé. Elle est retombée en aménorrhée. Donc, faites attention, peut-être que l'activation aussi, c'est la dernière chance. Soit elle répond tout de suite, et si elle ne répond pas tout de suite, c'est peut-être, on va précipiter aussi, on va lui faire perdre toute possibilité. Ça aussi, c'est pour ça qu'il y a trop de questions, c'est vrai, à résoudre et à se poser. Alors, pour la patiente qu'on a stimulée, elle est sous stimulation. Maintenant, elle est sous stimulation, elle est sous surveillance. Khmaïs, Sibur Houma.
Merci, Sehal, pour cette présentation. Je vais rebondir sur ce qu'on vient de dire. D'un point de vue éthique, est-ce que les patientes sont bien éclairées Bien sûr. et elles sont d'accord pour ça? Bien sûr. Et ma deuxième question concerne le côté biologie. Vous nous avez montré comment vous prélevez et puis vous remettez. Entre-temps, est-ce que ça se fait, la coupure des morceaux se fait sur place ou au labo? Et quel milieu vous utilisez pour ça? Vous comprenez très bien que je ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'il faut qu'on attende la publication et ça, je ne peux pas tout révéler en même temps. Je suis désolé. Docteur Mahjoub, Merci. dernière et ultime. Merci. Je voudrais savoir, pour la technique chirurgicale, elle me laisse un peu débitatif, dans le sens où la quantité de cortex ovarien que vous réinjectez, elle est bien codifiée, elle est bien quantifiée, ou c'est aléatoire? Non, Et ce n'est pas aléatoire. c'est- On suit le protocole de Kawamura Oui, et on injecte entre 25 et 30 petits cubes. entre 25 et 30 petits cubes. Ça, je peux vous le dire puisque c'est publié. De toute façon, vous allez le Non, trouver. parce que ça n'a pas été précisé. Et deuxième chose, est-ce que quand on enlève le cortex d'un côté, on remet dans le même côté ou dans le côté On contraire? peut remettre dans le même côté et on peut mettre dans le côté latéral. C'est ce qu'on a fait, D'accord. Donc on traite les deux ovaires éventuellement. les deux. Merci.